C'est étonnant, non? 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne les messieurs comme les dames, avec ou pas l'innocent. Tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous jugeons Jean-Marc Thibault, ici à Saint-Brieuc, et que Jean-Marc Thibault est inculpé de haute trahison, d'outrage au peuple breton et de publicité mensongère, puisqu'il se fait appeler Jean-Marc Thibault, alors que t'y pas beau du tout. C'est la société française qui accuse ainsi Jean-Marc Thibault. Il ne faut pas s'en moquer. Oh non. Et la société française, eh bien, elle s'exprime par l'organe puissant, mais pas très généreux, de son représentant, le procureur général de la République des Proges françaises. Trois Thibault Lolo, un Thibault, deux Thibault, trois Thibault, c'est beaucoup mon vieux. Française, français, belge, belge. Arvernique, armoreuse. Celticaise, celtiquet. Locminette, locminet. Briochine, briochin, brioché. Eh, fais gaffe parce que c'est tes miches qui vont prendre à propos de brioche. Bon. Maître ou ne pas maître, voilà la question. Prout. Décevante raclure du barreau de mes deux chaises. Reprout. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, les cœurs jurés, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux, coucou. Oui, je sais. Je sais. Je sais parfaitement quelle est la question que vous vous posez tous ici, aujourd'hui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés. Cette question, la Cour a cru bon de l'éluder pendant toute la durée des débats. C'était son droit. Mais moi, je dis que cela s'appelle de la fourberie, de la malhonnêteté intellectuelle et de la lâcheté. Il y a des questions qu'on ne peut pas éluder. Et moi, Monsieur le Président, je prends mes responsabilités et je la pose, la question que tout le monde se pose ici. Qu'est-ce qu'un insecte hémimétabole? En quoi, mesdames et messieurs les jurés, et je vous le demande en votre âme et conscience, en quoi l'insecte hémimétabole se distingue-t-il de l'insecte holométabole? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la métamorphose de l'holométabole passe par un stade pupal, alors que l'hémimétabole n'est jamais passé par ce stade au moment des faits retenus par l'instruction contre l'accusé? À qui fera-t-on croire que les trichoptères sont holométaboles, alors que tout accuse le Leptopteria tricéphale, dont l'hémimétabolisme n'est plus un secret pour personne? C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, j'accuse l'éphéméria trichoptère commun des marais, et toute sa putain de famille des éphéméridés. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle allait foutre dans le marais à une heure pareille, alors que le stade était fermé? Cela étant posé, mesdames et messieurs, je pense qu'il est temps maintenant d'aborder sans détour le cas qui nous a réunis tous ici aujourd'hui, c'est-à-dire le centenaire de la naissance de Jean Giraudoux. Jean Giraudoux, de son vrai nom Jean Giraudoux, est né à Bellac le 13 octobre 1882 à 2h15 du matin, à 6 mois près, ne chipotons pas. Il est mort au printemps 1944, alors même que les Allemands tentaient encore d'entrer à Moscou et que Villers tentait déjà de sortir de sa mère, où il s'ennuyait profondément car il n'y avait pas de micro. Faut-il voir là, mesdames et messieurs les jurés, faut-il voir entre ces deux éléments, la mort de Giraudoux d'une part et la naissance de Claude Villers d'autre part, un signe quelconque du destin?
Une de ces coïncidences magiques de notre destinée qui nous laisse l'angoisse à l'âme en reposant à nouveau l'insoluble question de la condition humaine. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quand est-ce qu'on mange? À y regarder de plus près, mesdames et messieurs, les ressemblances entre Jean Giraudoux et Claude Villers me semblent si minces que seules les plus hautes sommités universitaires de ce pays seraient capables, avec un tel sujet de débat, de nous gonfler les burettes sur France Culture pendant plus d'une heure. Né il y a 100 ans, Giraudoux nous a quittés voici maintenant 38 ans, au moment même où Hitler se demandait si finalement il n'aurait pas dû faire peintre. Pour la France, des lettres et des arts, la perte de Giraudoux fut un coup terrible. Moi-même, je n'arrive pas à m'en remettre. Alors je bois. Hier soir, j'étais dans un état lamentable. J'avais passé la journée à descendre des cidres vodka au punch à la bière brune pour faire passer le goût des crêpes au guano dans le pastis calva du petit déjeuner. À l'heure du dîner, j'étais légèrement irritable. Dans la rue Quinquenne, un jeune Africain poliomyélitique m'aborde, timidement, en me proposant une brochure sur les enfants du tiers-monde qui meurent de faim. J'ai foutu mon poing dans la gueule et mon pied dans le sac à bébé, parce qu'il ne faut pas déconner. « Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes dingue ?» me dit le commissaire de police. Je lui dis, il ne faut pas m'en vouloir, monsieur le commissaire, c'est la mort de Giraudoux, j'arrive pas à m'habituer. Enfin, heureusement, quand il a su ce que je pensais de Badinter, il m'a laissé partir. Qui n'a pas vu, mesdames et messieurs, Isabelle Adjani dans Ondine de Giraudoux, n'a rien vu du théâtre contemporain. Aussi longtemps que je vivrai, je n'oublierai jamais la scène entre Ondine et sa mère, seuls dans la cuisine de leur maison de campagne, alors que la pendule du salon vient de sonner les 8 coups de minuit. Les 8 coups de 8h15, pardon. Rappelons-nous cette scène, Jean-Marc Thibault. Oui. La mère. Ondine, chérie? Ondine, oui mère, la mère. Mets le couvert, Ondine. Pourquoi mère? La mère. Parce qu'il est 8h, Ondine. Et alors, la mère, Ondine. Il est très rare de rencontrer une telle intensité dramatique dans le théâtre de Giraudoux qui se nourrit plus souvent de fantaisie onirique et d'humour magique que de morosité existentielle, comme en témoigne par exemple l'admirable fin de l'acte 3 de La guerre de Troie n'aura pas lieu, qui nous montre la fin des espoirs bellicistes d'Astyanax, quand Cassandre lui dit « Rentre chez Hector, ton père, fils de chien, car en vérité, je te le dis, par suite d'un arrêt de travail d'une certaine catégorie de personnel, la guerre de Troie n'aura pas lieu. » On voit par là quelle intensité pouvait atteindre l'humour de Giraudoux. Humour qui filtre d'ailleurs à chaque ligne de la guerre de Troie pour exulter à l'inénarrable acte 5 où l'on voit la femme d'Hector et la femme de Pamphile forniquer dans le fameux salon d'Achille Parmentier où Andro maque sa belle-sœur avec le gaga de même nom. Ça va les enfants, ça rentre la culture? Mais je sens bien, hélas, que tout le monde ici se demande une fois de plus où je vais en venir. Et quel rapport il peut bien y avoir? Il peut bien y avoir, pardon. Il peut bien, oui, y avoir entre le centenaire de Giraudoux et l'accusé d'aujourd'hui. Eh bien, j'y viens. Oui, mesdames et messieurs les jurés, je me tourne vers ce box et la réponse à tous mes doutes m'apparaît soudain lumineusement évidente. Jean-Marc Thibault s'emmerde. Il s'ennuie comme la poule de la fable que j'ai écrite pour vous ce matin, chers petits enfants des écoles de Saint-Brieuc, qui êtes venus nombreux aujourd'hui pour vous cultiver l'âme parmi nous, alors même que sur la une, Maya l'abeille se fait défoncer le trou à dard. Monsieur le procureur. Par un frelon trou du cophile. Monsieur le procureur. J'adore les abeilles. Bzz, paf, aïe, kerboum. Voulez-vous, pour finir, et avant que je cède la parole à Pinocchio, voulez-vous que je vous dise cette fable? Oui, bon. Le coq et la poule. T'as vu, je t'attaque pas méchamment, Jean-Marc, aujourd'hui. Le coq et la poule. La poule, un beau matin, s'en fut trouver le coq et lui dit: mon ami, j'ai grande envie de vous. Ma libido s'agace et ce n'est point le phoque, avec ses airs de folle et son regard trop doux, qui pourrait apaiser mes ardeurs printanières. Le coq, un peu surpris du ton du préambule, se dit: mais quelle époque, en voici des manières.
À quelle extrémité faut-il que l'on m'accule? Moi qui connais si peu cette poule en chaleur, voici qu'elle m'invite à la crapahuter. Ayant dit, il s'exécuta, mais sans ferveur, grimpa sur la furie pour la coconiquer, mais sans ardeur aucune et sans plus d'enthousiasme qu'on en met à pisser quand on n'a point envie. Il eut beau réviser un à un ses fantasmes, en s'agitant au mieux sur le tas, rien n'y fit. Et quoi, se dit bientôt la cocotte qu'on frustre et qui voit son orgasme à nouveau reporté au hasard incertain d'un autre coq en rute? Pour un gallinacé, je suis gallinacé. Mon cul... Pour un gallinacé, je suis gallinacé. Mon cul, c'est du poulet. J'ai le croupion frivole. Et je sue sous ce cuistre à la queue bariolée qui me besogne en vain tandis que je m'étiole. Puis, se tournant un peu, elle pria à Chanteclair de lui lâcher les plumes et d'arrêter sa houle. Le coq se consola. Je ne crains plus l'hiver. Je viens de me ramasser une veste en pied de poule. Donc, Exactement. Donc Jean-Marc Thibault est coupable, mais son avocat vous en conviendra. Oh, mais j'arrive jamais à le dire. Mais gna gna gna, voilà. C'est étonnant, non?